Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, je suis un simple particulier qui partage ses scénarios de valorisation et ses cibles d'achat sur certaines valeurs que j'apprécie particulièrement. Ici, est-ce que Technip Energies représente une opportunité d'investissement? Cette société est disponible sur le PEA et son siège social est basé aux Pays-Bas. Donc on nous dit que Technip Energies confirme ses objectifs 2023 après un premier trimestre lesté par la Russie. Donc ce que j'aime particulièrement chez Technip, c'est qu'on a 2 ans de backlog. Donc on a 12 milliards de carnets de commandes. Et donc, ce qui nous laisse une sacrée visibilité, au moins sur ces 2 prochaines années. Et ce que j'aime moins, c'est le chiffre d'affaires qui décroît, notamment à cause de la sortie en Russie, des projets russes, où la société était bien présente, elle a réussi à bien pivoter l'année dernière. Et également, ce que j'aime particulièrement, c'est que son segment technologie, products and services, donc technologie, produits et services, monte fortement en puissance avec un carnet de commandes qui augmente de 83%, il me semble, et des marges à 2 chiffres. Ça marche beaucoup plus que l'autre segment qui est la livraison de projet. Et donc voilà ce que j'aime particulièrement ici. On a été impacté au niveau du besoin en fonds de roulement, donc le free cash flow a été impacté sur ce trimestre et également sur la fin de l'année dernière, notamment à cause du segment technologie, non, du segment produit, je suis bête, project delivery, pardon. Et donc, on a eu besoin d'un gros besoin en fonds de roulement. Et donc, ils annoncent quand même, j'ai regardé un peu le conference call, que ça va récupérer, sur la deuxième partie de l'année, on va récupérer des bons free cash flow. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a quand même 2,8 milliards de cash. Ici, il me semble, on a encore 2,8 milliards en net cash. Donc, c'est vraiment très intéressant. La société est cash positive et elle fait travailler son cash sur des produits qui rapportent de l'argent parce qu'on peut placer la trésorerie au moins à 2-3% safe et donc ça fait augmenter le résultat net. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le groupe d'ingénierie pour l'industrie de l'énergie Technip Energies a confirmé jeudi ses prévisions pour 2023. Après avoir vu son chiffre d'affaires reculer au premier trimestre, conformément à ses attentes, du fait notamment de la sortie d'un contrat en Russie. Donc voilà, c'était prévu cette baisse et on l'avait anticipé normalement. Sur la période de janvier à mars, le chiffre d'affaires ajusté de Technip Energies a atteint 1,41 milliard d'euros contre 1,62 milliard d'euros un an plus tôt. Donc on est en baisse, comme je vous l'ai dit avant, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ce recul est en ligne avec les attentes du groupe, a précisé le directeur financier. Voilà. Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'activité livraison de projet a diminué à 954,8 millions d'euros contre 1,29 milliard d'euros un an plus tôt. Donc là, c'est impacté par la sortie du projet de GNL Arctic LNG 2 en Russie. Et donc, Technip a entamé un processus de retrait de la Russie qui devrait être achevé à la fin du deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires du segment technologie, produits et services a augmenté à 451,7 millions d'euros contre 329,1 millions d'euros. Vous voyez comme on a fortement accéléré sur ce segment TPS, mais le segment livraison de projet est beaucoup plus élevé il est actuellement 2 fois plus élevé que le segment TPS. Mais bon, même si ça continue, le chiffre d'affaires continue à baisser un petit peu, notamment à cause de la sortie de la Russie, on peut compter sur des marges élevées et une montée en puissance de ce segment TPS. Au cours des 3 premiers mois, le résultat opérationnel EBIT récurrent ajusté est resté stable par rapport au premier semestre 2022 à 107,3 millions d'euros. Donc on est stable avec une baisse de l'ordre de 13% du chiffre d'affaires, il me semble, dans ces eaux-là. Et donc ça montre que les marges ont été plus élevées et c'est ce qu'on aime. Du moins, c'est ce que j'aime sur le dossier, c'est que les marges augmentent même si on a une diminution du chiffre d'affaires.
il représentait 7,6% du chiffre d'affaires à fin mars contre une marge de 6,6% un an plus tôt. Donc ça, c'est plutôt excellent. Au niveau du bénéfice net ajusté, on a 80 millions d'euros, donc 45 centimes, 45 centimes par action, c'est ça, au premier trimestre, contre 72,5 millions d'euros l'année dernière, à 0,41 centimes. Donc ici, on augmente le résultat net, le bénéfice net, et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un premier trimestre un chiffre d'affaires ajusté à 1,5 milliard d'euros. Donc ici, on est à 1,41, donc c'est en dessous du consensus, c'est pour ça qu'il y a une petite baisse récente du titre. Un résultat opérationnel ajusté à 103,3, et ici on est à 107,3, donc on est plus élevé. Et un résultat net ajusté de 82 millions d'euros, soit 44 centimes par action. Donc ici on est... C'est très très bizarre, parce que... Est-ce qu'on a eu des rachats d'actions? Parce que là, on nous dit qu'on a 82,7 millions d'euros. Donc là, on a fait 80 millions d'euros et 44 centimes par action. Et là, on nous dit 45 centimes par action de bénéfice net. C'est bizarre, il faut que je creuse sur ce point-ci. Mais au niveau des marges, on est vraiment pas mal du consensus. On est vraiment proche du consensus. La marge EBIT est plus élevée que le consensus, sauf le chiffre d'affaires. Et ce qui a expliqué la petite baisse récente ici. Ici, on a une petite baisse récente. À la suite des résultats, on a perdu 6% et 7% en gros, depuis les résultats annoncés le 3 mai. Et depuis le plus haut, on est à moins 10%. On a eu un beau parcours, la société a été détestée, notamment à cause de l'invasion en Russie, de la guerre Ukraine-Russie. On ne savait pas comment allait être impacté le chiffre d'affaires parce que Technip avait une forte présence en Russie. Et donc, vous voyez, depuis le 4 mars 2022 jusqu'à ici, on a eu 94% de hausse du cours, ce qui est assez énorme. Donc ici, les résultats du premier semestre constituent une base solide pour la réalisation des objectifs 2023 indiqués Arnaud Piéton. Au niveau des prises de commande, on est à 712,7 millions d'euros au premier trimestre contre 551 un an plus tôt. Donc on est plus élevé que l'année dernière, c'est ce qui est intéressant ici aussi. Un point positif pour le dossier. Et le carnet de commandes, il est à 12,05 milliards d'euros contre 15,63 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Donc une baisse, mais à cause de l'article LNG2, la sortie de la Russie. Donc ici, on nous dit pour l'exercice en cours, Technip prévoit toujours une baisse de son chiffre d'affaires ajusté qui s'établirait entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros. Donc ici, on se le note tout de suite, 5,7, on prend la borne basse pour être conservateur. 5,7, voilà. Donc 5,7 milliards. Ainsi, une marge EBIT récurrent ajusté comprise entre 6,7 et 7,2% du chiffre d'affaires. Et on nous dit que Technip avait réalisé 6,42 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, une marge d'EBIT récurrent ajustée de 7%. Donc ici, on a combien? Je vous l'ai déjà dit ou pas? On est à 7,6. Donc on serait... pour l'instant, on est vraiment en ligne. À part en chiffre d'affaires, ça va monter en puissance, je pense, dans l'année. Mais au niveau marge, on est vraiment en ligne, voire plus élevé même que ce qui est prévu. Donc, dans un communiqué distinct, Technip a annoncé la création d'une co-entreprise dans l'hydrogène avec le groupe belge John Cockerill, baptisé Rely et basé en Belgique. La société sera dédiée aux solutions intégrées pour les marchés de l'hydrogène vert et ses dérivés. Rely sera détenu 60% par Technip et 40% par John Cockerill et s'adressera au marché des projets à l'échelle industrielle avec l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros à l'horizon 2030. Donc ça, c'est un petit plus, mais c'est tout. À ce niveau-là, sur Coifin, on va se retrouver directement. Je vais essayer d'être assez rapide sur cette vidéo du jour, si ça veut bien charger. On va se retaper ça, Coifin. C'est pas ce que je voulais ici. Coifin. Voilà. On a des carpe koi, hein, ça fait plaisir en illustration. Un petit fail de ma part. C'est très très lent.
Donc ici, le consensus, il est à 23. Si on se retrouve sur zone bourse, on a le consensus qui est à 23,85 de prix de l'action. Et actuellement, on est à 17,97. Donc potentiel 32%, ce qui est assez intéressant au prix actuel. Donc ici, j'étais sur Ipsos. On se met tout de suite ici Technip Energies. Ici, voilà. Mais je pense que selon moi, elle est quand même bien sous-évaluée l'action. Ici, revenu, bon, on n'a pas beaucoup de données puisqu'elle vient de la scission de Technip FMC et elle est cotée en bourse depuis pas très longtemps. Ici, voilà. Donc ici, le chiffre d'affaires est pas très très beau, mais c'est notamment à cause de la Russie actuellement. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les marges. Donc ici, au niveau des net income et des free cash flow, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Free cash flow, si on les ajuste sur le même graphique, ici je vous ai dit qu'on était actuellement en free cash flow négatif à cause du besoin en fonds de roulement. On retrouve ça tout de suite dans la présentation ici, voilà. Donc vous pouvez retrouver ça ici. Operating cash flow, donc on est à 134 millions d'euros. Au niveau des free cash flow, on était à 142 millions, impacté par 264 millions d'euros de working capital outflow, donc de besoin en fonds de roulement. Project Delivery Maturity Portfolio Absence of Large Award Recent Carter. Bon, je parle un peu comme un boucher là, mais donc c'est à cause du retrait de la Russie, de Article NG2, de la maturité du segment livraison de projet et l'absence de grands contrats dans les trimestres précédents. Au niveau des free cash flow, on est à 122 millions d'euros si on exclut le besoin en fonds de roulement. On serait sur un free cash flow conversion, donc un flux de trésorerie disponible, une conversion de flux de trésorerie disponible. J'ajuste entre le français et l'anglais, c'est très dur. On serait à un taux de conversion de 113%, donc ce qui est vraiment pas mal. Et on a eu 38 millions d'euros de devises, d'impact devises négatives sur ce trimestre, voilà tout. Donc ici, c'est à court terme, voilà. Le free cash flow, je suis pas inquiété pour l'instant, à cause de ce qu'on vient de voir tout à fait ici. Donc ici, au niveau de la net income margin, on se place ici, on est à 5,24, je vais prendre 5. Ça nous permet d'être plus conservateur et de se simplifier le calcul. Au niveau du price earning, on se retrouve à un niveau de, si on se prend le price earning médian, ici, on se retrouve à 9,6 de price earning. Je pense qu'elle peut aller à 13 fois les bénéfices si on est conservateur. Je pense qu'elle peut aller à 13 fois les bénéfices, sachant qu'on a un forward à 9,1 actuellement. Donc ça nous ferait un multiple plus de 30% plus élevé à l'heure actuelle. Au niveau du nombre d'actions, est-ce qu'on rachète les actions? Ici, on a racheté des actions ici, mais on est à 179 millions d'actions. Ici, 179 millions d'actions, virgule. Allez, on va mettre le 1 quand même. Au niveau de la dette nette, on a du cash net. Et donc, on se retrouve tout de suite pour l'évaluation. Je prends ma petite calculatrice ici. Et donc, on part tout de suite sur l'évaluation. Donc ici, on est sur le secteur de l'énergie, je vous l'ai pas dit, et Energy Equipment and Services, donc les équipements d'énergie et les services. Donc ici, on se retrouve tout de suite. Donc un revenu de 5,7 milliards, donc borne basse de la guidance, fois la marge nette qui est de 5%, assez conservatrice parce qu'elle est en augmentation actuellement.
Voilà. Au niveau de la dette nette, on a du cash net. Je vais prendre que 1 milliard. Ouais, ça fait beaucoup en fait. Je vais prendre que 500 millions en cash net. Non, mais je sais même pas ce que je vais prendre. Je vais prendre, allez, 250 millions, même si on a 10 fois plus de cash. Voilà. Je vais être vraiment conservateur sur cette analyse. Ici, on fait fois le price earning, donc qui est de 13. Et on divise tout de suite ça par le nombre d'actions qui est de 179,01 millions d'actions. Et on se retrouve à 38,85 euros l'action. Donc en fait, sans prendre le cash, si je prends 0 cash, on va regarder ce que ça donne. Parce que là, ça nous donne un petit 38 euros l'action. 38,85. Franchement, je comprends pas pourquoi le marché est si pessimiste sur ce dossier. Parce qu'on a encore quand même 2 ans de belle visibilité là-dessus. Hein. Ici, si je prends 5,7 milliards fois 0,05% de marge nette, on se retrouve ici, on fait fois 13 fois les bénéfices. On se retrouve à 3 milliards 705 millions d'euros. Et on divise tout ça par le nombre d'actions, 179,01, et on tombe à 20,69 euros l'action. Donc franchement, on prend 0 cash. Je vais vous enlever ça, ça va être plus simple. Voilà, on prend 0 cash, on tombe à 20,70 €, donc ce qui est quand même très conservateur ici, et ce qui nous donne un upside potentiel de 20, attendez, je suis bête, ici, 20,7 divisé par 17,97 et on tombe à 15% d'upside facilement. Donc ici, en étant très conservateur, on tombe à plus 15%. Donc franchement, c'est une belle opportunité d'investissement au cours actuel. Hop là, ici. Et au niveau du dividend yield, on est à du... Au niveau du dividende, on distribue 2,89% de rendement. Et au niveau du yield sur les net income, si je me place ici, on a dit diluted net income ici. Donc là, est-ce qu'on a pris en année financière pleine? Ici, on a 300 millions d'euros. Donc ici, 300,45 divisé par 13,30, donc 3,1 milliards de capi. On a au cours actuel 9,6% de rendement. Sans prendre en compte la croissance, je vous dis au cours actuel, avec les résultats de l'exercice précédent, on a 9,59% de rendement. Donc ce qui est très attractif de nouveau. Ici, donc 9,59, on prend pas en compte la croissance, on prend en compte rien du tout. On a un très beau rendement des net income. Donc ici, on pourrait augmenter de 3 fois les dividendes, on serait safe. Donc on a un ratio de distribution d'environ 30% à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est une belle opportunité d'investissement. Où est-ce que je pouvais revoir le cours ici? Si je me replace ici, Analytics. Je voulais revoir un peu le cours, comment ça avait chuté. Voilà, ici. Ici, si on se place ici, et qu'on se met depuis le début de l'année, 1 an, voilà, on voit que ça a bien lâché là, comme je vous l'ai montré au début. Moi, j'en ai profité pour reprendre une petite position, même si c'est pas un conseil d'investissement ici, parce qu'on retombe à des niveaux de février 2023 et que je trouve la société très intéressante, qu'elle est pas endettée, qu'on a un backlog, un carnet de commandes très intéressant, on a une marge nette quand même très convenable et on a un ROCE, donc la rentabilité des capitaux employés qui est très intéressante. Enfin, ce ratio est très intéressant à 17,54%. Donc c'est assez bon parce que le marché, il me semble, est
est à 8%. Si vous prenez le CAC Mid and Small, il est à 8%. Donc ici, on a une société qui est 2 fois plus rentable et donc on a une très très bonne utilisation du cash et de très bons investissements là-dessus. C'était tout. C'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me dire les sociétés que vous voulez que j'analyse et des sociétés de qualité de préférence. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.